Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis que vous soyez là avec nous à l'AWS Summit de Paris. Je m'appelle Mariam Belhadj, je suis architecte solution cloud spécialiste du stockage chez AWS. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Irina Olinikova, qui est architecte solution cloud dans le secteur des médias et du divertissement. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Chris Legal, qui est Global Director de l'architecture solution cloud chez Atem. Aujourd'hui, nous allons vous partager les techniques et des astuces d'optimisation des coûts et des performances du stockage de vos données sur Amazon S3. Donc, nous supposons que vous êtes déjà familier avec le stockage objet et le service Amazon S3. Déjà, qui dans la salle utilise déjà Amazon S3? OK, donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui utilisent déjà le service S3. Vous pouvez penser peut-être que c'est évident de faire la différence entre un chihuahua et un muffin. Je vous montre cette photo parce que je ne sais pas si, comme moi, vous aimez les animaux et les pâtisseries. Surtout ici en France, elles sont vraiment excellentes. Mais si vous devez faire la différence pour un nombre important de fichiers images, des milliers de fichiers, la tâche va s'annoncer un peu plus complexe. Et donc, il sera plus pertinent de faire appel à l'intelligence artificielle et entraîner un modèle de machine learning pour faire la différence automatiquement et à large échelle. Et dans ce cas, vous avez besoin de stocker une quantité importante de fichiers. Vous pouvez bien sûr utiliser le stockage Amazon S3. Et donc, il est important de penser à optimiser les coûts et les performances du stockage de vos données sur Amazon S3. Et comme vous pouvez le voir, Amazon S3 ne se limite pas seulement à ce type de cas d'usage. Vous pouvez également le retrouver dans l'imagerie géospatiale et lunaire, le stockage de fichiers médias. Nous allons voir tout à l'heure un exemple avec Chris sur le retour d'expérience d'Atem. Vous pouvez également l'utiliser pour diverses applications, notamment pour vos lacs de données, pour faire de l'analytique. Mais tout ça, ça va vous demander de stocker une quantité importante de données. Et donc, il est important de penser à optimiser les coûts du stockage de vos données. Et pour le faire, il est important de s'intéresser aux trois piliers majeurs de l'optimisation des coûts. Donc d'abord, il faudra commencer par comprendre et définir les exigences de vos applications, notamment en termes de disponibilité, de durée du stockage. Une fois que vous avez défini les besoins de vos applications, vous pouvez ensuite faire le bon dimensionnement ou encore faire le choix de la ou des classes de stockage qui vont répondre à ces besoins. Et bien sûr, il faut toujours continuer à surveiller et à optimiser. Donc la première étape, au niveau de la définition des exigences de vos applications, si je prends l'exemple de données d'archives, ces données peuvent être peuvent demander un stockage, un volume de stockage vraiment très important. Et vous devez peut-être les garder pour une durée de quelques années, et même ça peut aller à une durée indéfinie. Donc la durée du stockage est vraiment un aspect important dans ce cas. Et ensuite, il est important de considérer des classes de stockage qui vont vous offrir un prix de stockage le plus réduit possible. Et au niveau de l'optimisation des coûts, à travers notre expérience avec nos clients, nous avons pu définir deux modèles différents.
Donc, le premier modèle, c'est un modèle avec un accès aux données qui est prévisible ou connu. Par exemple, si vous avez des photos que vous souhaitez partager avec vos amis ou votre famille, au début, ces photos sont consultées fréquemment, peut-être pendant les premières semaines ou les premiers mois, mais au fil du temps, ces données vont devenir plus froides et accédées plus rarement. De l'autre côté, si vous avez des données avec un modèle d'accès inconnu ou changeant, dans ce cas, si on prend l'exemple de l'acte de données, avec une quantité importante de données qui sont accédées par des analystes, mais vous ne savez pas quand les données seront accédées. Si on s'intéresse au premier modèle, Amazon S3 offre des classes de stockage qui répondent à différents modèles d'accès. Bien sûr, la classe de stockage S3 standard ne dépend pas de la fréquence d'accès, mais à partir de la classe de stockage S3 standard Infrequent Access, ces classes de stockage seront adaptées pour des données qui sont plus rarement accédées. Et on peut aller jusqu'aux classes de stockage S3 glacier, par exemple S3 glacier Deep Archive, qui est adapté pour des données d'archives à long terme. Pour vous aider à identifier la classe de stockage qui répond aux besoins de vos applications, en plus de la fréquence d'accès, il est important de considérer la durée du stockage, comme pour l'exemple de données d'archives, et ensuite, bien sûr, les performances. Donc, sur ce slide, nous voyons le premier aspect, qui est la fréquence d'accès, qu'on a déjà discuté tout à l'heure. Mais en termes de durée, pour S3 standard, il n'y a pas de minimum de durée de stockage. Mais à partir de la classe de stockage S3 standard Infrequent Access, il y a un minimum de durée de stockage de 30 jours. Si vous supprimez un objet avant les 30 jours, vous allez devoir payer ce qu'on appelle le Early Delete. Donc, il va y avoir des frais. Pareil pour les autres classes de stockage S3 glacier, pour lesquelles la durée minimale va varier de 90 jours à 180 jours pour la classe de stockage S3 Deep Archive. En termes de performance, il est important de noter que les 3 premières classes de stockage offrent le même type de performance. Donc, une latence d'accès de quelques millisecondes, avec un accès instantané. Mais si vous avez des données d'archives pour lesquelles vous pouvez tolérer un délai d'accès qui va varier de quelques minutes à quelques heures, il est plutôt recommandé d'utiliser les classes de stockage S3 Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive. Pour la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval, nous avons annoncé l'année dernière la réduction de la durée de récupération de 80%, améliorant ainsi la durée de récupération des données. Une dernière astuce que je voulais vous partager consiste à l'aspect de la taille d'objet. Pour S3 standard, il n'y a pas de taille minimale recommandée. Mais à partir de la classe de stockage S3 standard Infrequent Access, il y a une taille minimale recommandée. Pourquoi? Parce que avec ces classes de stockage, le prix du stockage va être réduit, mais de l'autre côté, le prix des requêtes va augmenter. D'où l'importance de considérer la taille de stockage d'objets, qui est donc là, pour la recommandation pour S3 Glacier Instant Retrieval et d'avoir des objets dont la taille est supérieure à 256 kilooctets et 1 mégaoctet pour les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive. Si vous avez des applications qui sont exigeantes en termes de performance, si vous souhaitez garantir une latence d'accès constamment inférieure aux 10 millisecondes, nous avons annoncé une nouvelle classe de stockage Amazon S3
Express One Zone qui va vous garantir une latence d'accès 10 fois plus rapide que S3 standard avec un coût de requête 50% inférieur. En plus, cette classe de stockage vous permet de choisir la zone de disponibilité, vous permettant ainsi de disposer de votre stockage dans la même zone de disponibilité avec vos charges de calcul. Une fois que vous avez identifié là où les classes de stockage appropriées pour vos charges de travail, vous pouvez mettre en place des politiques de cycle de vie, les Life Cycle Policy, pour transiter vos objets depuis, ici, quand vous voyez l'exemple, depuis S3 standard vers S3 glacier Instant Retrieval au bout de 30 jours, puis les transiter vers la classe de stockage S3 Deep Archive, offrant le coût de stockage le moins cher, et mettre en place une suppression au bout de 7 ans. Mais la majorité des données a un modèle d'accès inconnu ou imprévisible. Et dans ce cas, nous vous préconisons d'utiliser la classe de stockage S3 Intelligent Tiering qui va vous offrir des access tiers ou niveau d'accès équivalent aux classes de stockage qu'on a vu tout à l'heure. Les 3 premiers niveaux d'accès sont configurés par défaut. Mais vous avez la possibilité de configurer les niveaux d'accès Archive et Deep Archive si vous avez des données qui vont devenir plus froides et pour lesquelles vous pouvez tolérer des délais d'accès de quelques minutes à quelques heures. Voyons comment ça marche. Donc pour les 3 premiers niveaux d'accès, S3 Intelligent Tiering va faire le monitoring ou la surveillance de la fréquence d'accès à vos objets et va les transiter pour vous automatiquement depuis le niveau d'accès Frequent Access Tier vers le niveau d'accès Infrequent Access Tier au bout de 30 jours et ensuite vers le niveau d'accès Archive Instant Access Tier au niveau de 60 jours. Ces 3 niveaux d'accès vont vous permettre d'avoir un accès instantané. Mais si vous décidez d'utiliser en option là où les autres niveaux d'accès, donc Archive Access Tier ou Deep Archive Access Tier, donc il sera bien sûr important de se rappeler qu'il faut tolérer un délai d'accès de quelques minutes à quelques heures. Donc une fois que vous avez identifié les classes ou la classe de stockage adéquate pour vos applications, il est important de comprendre comment vos données sont utilisées et accédées dans Amazon S3. Et pour cela, nous vous offrons tout un portefeuille d'outils comme le S3 Storage Lens qui va vous offrir un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir une vision au niveau de l'organisation et vous offrant des métriques gratuites qui ont un historique qui remonte jusqu'à 14 jours et avec l'option d'activer des métriques avancées avec un historique jusqu'à 15 jours. D'autres outils existent comme le S3 Storage Class Analysis dont va nous parler Chris tout à l'heure. Mais si vous avez besoin d'avoir une visibilité au niveau de l'objet, vous pouvez utiliser S3 Inventory qui va vous fournir une liste de vos objets avec des métadonnées comme la classe de stockage ou la dernière modification. Je vais maintenant vous faire une démonstration de S3 Storage Lens. Je vais utiliser le tableau de bord par défaut que vous pouvez retrouver dans votre compte au niveau de la console de gestion d'Amazon S3. Et vous pouvez scanner ce QR code si vous souhaitez jouer un peu avec S3 Storage Lens et comprendre l'utilité des métriques avancées. Ça ne coûte que 6 $ par mois. Le QR code sera affiché également en fin de session, donc ne stressez pas si vous ne l'avez pas scanné.
Donc, lorsque vous atterrissez au niveau de la console de gestion d'Amazon S3, vous allez retrouver un instantané de compte avec la volumétrie totale consommée, le nombre total d'objets et la taille moyenne d'objets. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez accéder au dashboard configuré par défaut au niveau de votre compte. Vous allez retrouver ces mêmes métriques avec le nombre total de compartiments et le nombre de comptes. Donc ici, vous pouvez activer le dashboard au niveau d'organisation. Ici, je vais m'intéresser à trois compartiments ou buckets pour simplifier l'analyse. Et je vais regarder le pourcentage d'octets de version ancienne, si vous avez activé le versionning au niveau de vos buckets. Donc ici, vous voyez que vous pouvez remonter l'historique jusqu'à 14 jours pour les métriques gratuites et 15 mois pour les métriques avancées. Je vois ici que le pourcentage de versions anciennes est vraiment très important. Donc, il est recommandé de mettre en place une politique de cycle de vie pour supprimer les anciennes versions. Une autre métrique vous permettant de réduire les coûts, c'est le pourcentage de Incomplete Multipart Upload. Si vous avez décidé de fractionner vos objets en petits morceaux pour accélérer leur téléchargement dans Amazon S3, il se peut que l'opération n'aboutisse pas et vous allez vous retrouver avec un nombre important de petits objets qui sont stockés et qui sont là, qui ne servent à rien. Donc, vous pouvez utiliser encore les politiques de cycle de vie pour les supprimer. Pour accéder aux différents tableaux de bord et les configurer, vous pouvez le faire à partir de la console de gestion Amazon S3, comme vous voyez ici. Merci pour votre attention et maintenant je donne la main à ma collègue Irina pour vous parler des techniques d'optimisation des performances d'Amazon S3. Merci beaucoup Myriam. Non. Test. Ah oui, ouais, merci beaucoup. Donc, l'optimisation des coûts est très importante. Mais l'optimisation de vos performances est tout aussi important. Si vous me demandez quelle serait ma fonctionnalité préférée de S3, ce serait sans doute son élasticité. Avec Amazon S3, nous pouvons atteindre des dizaines de millions de requêtes par seconde et c'est ce qui permet aux clients comme Atem ou bien Netflix de diffuser des milliards d'heures de contenu. Nous allons donc examiner dans cette section comment ce type de clients optimise leur utilisation de Amazon S3 pour atteindre des meilleures performances. Amazon S3, c'est un grand système distribué et les données de nos clients, vos données, en font une partie essentielle. Et donc, c'est ces trois aspects-là que vous devriez prendre en considération si vous voulez améliorer vos performances avec Amazon S3. Donc, tout d'abord, vous devriez vous assurer que votre espace clé soit aménagé de façon que nous puissions vous offrir la fréquence de requête maximum. Ensuite, bien sûr que nous travaillons en continu pour diminuer les latences de vos requêtes, pour être sûr que vos applications puissent obtenir en fait ce premier octet utile le plus rapidement possible. Et bien sûr, enfin, nous voulons que vous obteniez le meilleur débit dans et depuis S3 aussi rapidement que vos applications en ont besoin. Amazon S3 s'adapte automatiquement des taux de requête élevés, de sorte que chaque préfixe puisse atteindre jusqu'à 3500 requêtes par seconde de put et 5500 requêtes par seconde de get. Bien sûr que la majorité de nos clients n'ont rien de spécial à faire à cet égard. Mais par contre, bien sûr que toutes les charges de travail ne sont pas prévisibles et elles peuvent évoluer avec le temps et donc ce serait bien d'anticiper ça et d'être sûr que vos applications ne dépassent pas ces hard limits. Et donc, nous allons voir comment vous pouvez aider S3 à scaler selon vos besoins. Donc, prenons un petit exemple. Imaginons que nous avons des caméras de surveillance de sites distants qui doivent envoyer leurs données de traitement pour traitement dans S3 tous les jours. Et donc, le premier design de votre espace clé pourrait en fait ressembler à celui-ci. Donc, en fait, nous avons un préfixe parent avec tous nos chargements quotidiens
suivant de l'identifiant de caméra. Et donc, imaginez qu'il est désormais 21 heures et toutes nos caméras de surveillance commencent à uploader leurs données dans S3. Et bien sûr que plus on va de caméras de surveillance, plus on aura de requêtes dans S3. Et donc, éventuellement, nous pouvons commencer à avoir les erreurs 503 provenant de S3. 503 slowdown. Comme j'ai dit tout à l'heure, S3 s'adapte automatiquement à des taux de requête élevés. Donc, ce qui va se passer, donc, il va commencer à identifier ce nouveau pattern d'accès. Il va donc adapter votre utilisation. Et donc, petit à petit, il va identifier et allouer de nouveaux préfixes parents qui, ici, donc, ce serait sur les identifiants de caméra. Et donc, vers la fin de soirée, chaque caméra de surveillance aurait son propre préfixe parent et pourrait donc profiter de ces 3500 requêtes par seconde de put. Heureusement pour nous, mais peut-être pas tant que ça pour notre application, demain arrive. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre préfixe va changer et donc S3 va devoir apprendre ce nouveau pattern à nouveau. Et donc, à nouveau, au début, on pourrait avoir ces erreurs 503. Mais il existe quand même un moyen relativement simple pour éviter tout cela. Si nous échangeons tout simplement la date avec l'identifiant de caméra de surveillance, dans ce cas-là, dès le début, nos caméras de surveillance auraient son propre préfixe et pourraient donc profiter de ces 3500 requêtes par seconde de put pour charger les données le plus vite possible. Et donc, oui, j'aimerais faire quand même un petit focus sur ces fameux erreurs 503 slowdown qui signifient que vos applications commencent à dépasser ces hard limits dont je viens de parler. Et ce qui signifie en gros ce que vos applications ou vos espaces clés ou certains préfixes nécessitent votre attention. Et donc là, ici, je vous recommande d'utiliser déjà les métriques de Amazon CloudWatch pour surveiller les alertes sur le nombre de réponses 503 que vous recevez depuis S3. Ensuite, vous pouvez utiliser les métriques avancées de S3 Storage Lens pour identifier très précisément quel préfixe ou quel espace clé nécessite votre attention. Ensuite, bien sûr que ça peut être difficile d'identifier de temps en temps quelle application, quel utilisateur ont subi ce changement de trafic. Et donc là, ici, vous pouvez activer et utiliser les S3 Server Access Log pour donc identifier l'application ou l'utilisateur concerné. Un autre aspect de performance S3, c'est bien sûr en fait le débit de transfert de données. Ça peut être évident, mais plus nos objets sont volumineux, plus on aura besoin de temps pour les télécharger. Et donc ici, nous vous recommandons de paralléliser vos requêtes même au sein des objets individuels. Donc ici, par exemple, si vous voulez charger vos données dans S3, nous vous recommandons d'utiliser l'option qui s'appelle Multipart Upload. Et lorsque vous téléchargez vos objets depuis S3, vous pouvez utiliser l'option qui s'appelle Byte Range Get. Et là, c'est Chris qui va vous donner un exemple comment Atem utilise cette option-là. Et donc, voici quelques astuces pour contrôler vos latences et maximiser vos débits dans et depuis S3. Donc, tout d'abord, comme je dis tout à l'heure, parallélisez vos requêtes, même au sein des objets individuels. Ensuite, nous vous conseillons fortement d'ouvrir plusieurs connexions. Alors ici, il est important de noter qu'il n'est pas conseillé d'ouvrir plus de 5 à 10 connexions vers une seule adresse IP provenant de S3. Et donc, pour pallier à ça, nous avons lancé récemment l'option de la prise en charge de multivalue DNS pour vous faciliter l'obtention de plusieurs adresses IP dans une seule résolution DNS. Et enfin, n'oubliez pas d'ajuster les timeouts de vos clients pour les adapter aux environnements réseau de vos applications. Mais entre nous, je préfère largement passer mon temps à développer mon application et de ne pas forcément réfléchir à comment je peux améliorer encore mes performances avec Amazon S3. Et sachez que nous avons la solution pour vous. Nous avons donc réuni toutes ces bonnes pratiques dont nous venons de parler, et bien plus encore dans AWS Command Runtime ou CRT. Donc le CRT, c'est un ensemble de bibliothèques natives qui supportent éventuellement de nombreuses DK AWS, des connecteurs clients, des outils, et qui en fait vous permettent de profiter de toutes ces bonnes pratiques prêtes à l'emploi.
Et en vrai, nous sommes tellement satisfaits de performance et de la stabilité du CRT que c'est désormais le client par défaut sur les instances Amazon S3, TR1, P4D et P5. Et donc, pour vous montrer cela, imaginez que nous devons télécharger un fichier de 5 gigaoctets sur Amazon EC2 depuis S3 dans la même région. Donc, avec la ligne de commande par défaut, avec le client par défaut, ça nous prend environ 8 minutes et demie. Et là maintenant, après avoir activé le CRT et après avoir relancé derrière la même ligne de commande, nous voyons que maintenant, ça nous prend un peu moins de 4 minutes, ce qui représente quand même plus de 2 fois l'amélioration des performances, ce qui est quand même pas mal pour une seule ligne de commande. Et c'est vrai que le CRT n'était pas la seule nouveauté S3 qui a été lancée l'année dernière et qui vous aide à améliorer vos performances. Nos clients nous demandaient depuis longtemps de trouver une solution simple pour pouvoir utiliser les objets S3 dans leurs applications sans devoir vraiment adapter leur code pour l'utilisation des API REST de S3. Et donc, l'année dernière, nous avons lancé un Mindpoint pour Amazon S3 qui vous permet d'accéder aux objets S3 en utilisant les API de type file sur les instances Linux. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Mindpoint pour S3 vous aide déjà à présenter vos objets S3 sous une forme de fichier dans votre système de fichiers local. Et ensuite, ça traduit donc, les appels de système de fichiers local comme fopen en utilisation des API REST de S3. Mais la fonctionnalité qui vous aide à améliorer vachement les performances avec S3, c'est la mise en cache de vos fichiers, de vos objets S3 sur votre instance EC2 en local. Ce qui vous permet aussi donc, de réduire les coûts d'accès répété aux données et d'accélérer davantage vos charges de travail. Et cette fonctionnalité est vraiment parfaite pour les applications qui doivent accéder plusieurs fois aux mêmes données. Un peu comme nous pouvons voir dans les workloads de machine learning, comme par exemple image recognition, où nous devons faire un pass, où nous avons plusieurs époques d'entraînement, où chaque époque d'entraînement, c'est une passe à travers de toutes les données qu'on héberge sur S3. Et donc ici, nous pouvons voir que le fait d'accéder aux mêmes fichiers, aux mêmes données sur S3, ça peut ralentir le débit d'entraînement. Mais après avoir activé donc, la mise en cache sur Mindpoint pour Amazon S3, nous pouvons voir que nous accédons une seule fois aux objets S3. Et pour toutes les autres fois, nous pouvons déjà les accéder depuis notre machine en local, ce qui accélère de 2,5 fois le débit d'entraînement. Mindpoint pour S3 est complètement open source et disponible aujourd'hui pour l'utilisation en production. Et donc là maintenant, je passe la parole à Chris qui va vous donc montrer comment Atem a pu intégrer toutes ces bonnes pratiques dans leur cas d'usage. Merci. Merci Irina. Bonjour à tous, je m'appelle Chris Legal et moi je m'occupe des architectures cloud chez Atem. Atem, c'est un éditeur de logiciels français dans l'industrie des médias. On va donc parler médias, vidéo, et souvent quand on parle de vidéo, on parle de gros volumes de stockage dans S3. On gère un peu plus d'une centaine de pétaoctets de vidéos dans S3. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment notre application d'enregistrement de vidéos dans le cloud utilise un petit peu toutes ces bonnes pratiques présentées et comment on a réussi à optimiser notre application pour en tirer le maximum de bénéfices. Donc à Atem, on s'occupe de tout ce qui est diffusion de contenu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre l'exemple d'un événement sportif. On est en 2024, les JO approchent, donc c'est quand même pas mal d'actualité. Donc on a le lieu de notre événement et en fait on achemine le flux vidéo depuis les caméras jusqu'à un fournisseur de contenu. Ça s'appelle la contribution. Ensuite, ce même flux vidéo, on va le distribuer à différents endroits. Ça peut être des plateformes de streaming pour faire de la vidéo à la demande. Ça peut être des fournisseurs de services. On parle de votre fournisseur d'accès à Internet. Et ensuite, ce flux vidéo va être acheminé soit via un réseau mobile sur vos écrans connectés, soit via un réseau filaire sur vos boîtiers à la maison, vos boîtiers télé.
Et donc là, dans le cadre de notre application d'enregistrement vidéo, on va plutôt viser les fournisseurs de services, les fournisseurs d'accès Internet. Donc on va parler d'enregistrement vidéo, de Cloud DVR. Donc c'est de l'enregistrement vidéo dans le cloud. Donc là, ça fait un moment en fait que cette technologie elle existe. Donc pour être un peu plus concret, à la maison vous avez votre boîtier télé, vous avez votre télécommande, le petit bouton qui vous sert à enregistrer votre contenu quelque part, bah, c'est ça le Cloud DVR. Donc ça a commencé il y a bien longtemps avec les disques durs qui étaient embarqués directement dans les boîtiers télé qu'il y a chez vous à la maison. Mais l'inconvénient, c'est que quand il y a 1 million d'utilisateurs qui décident d'enregistrer le même contenu, on se retrouve avec 1 million de copies, alors réparties un petit peu partout, mais ce n'est pas forcément optimisé d'un point de vue du stockage. Ensuite, on est passé sur des modes avec du stockage un peu plus centralisé. Donc là, on parle de baies de stockage, énormément de baies de stockage dans des data centers. Donc, on avait plutôt qu'une seule fois la même copie du programme enregistré. Et plus récemment, on a basculé sur du cloud public. Donc, vous vous doutez bien, on est à l'AWS Summit, qu'on va parler un peu plus de cette solution-là aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'ATEM migre dans le Cloud DVR? Donc j'ai parlé tout à l'heure de la quantité de données de vidéos qu'on gérait. Donc on gère plus de 100 pétaoctets de vidéos dans S3. Alors on a fait un petit exercice pour essayer de visualiser ce que ça représentait 100 pétaoctets de vidéos. Si vous vous amusez à tous les mettre bout à bout pour les regarder d'un seul coup, il vous faudrait plus de 1100 années de lecture. Et je ne compte pas les pauses techniques. Donc imaginez un petit peu ce que ça peut représenter en termes de volumétrie. De la même manière, si vous voulez regarder ce contenu, on parle de streaming vidéo. Et en termes de streaming vidéo, là on est un peu plus de 10 terabits par seconde de débit de streaming. Pareil, pour faire une petite analogie, si vous avez la chance d'avoir la fibre à la maison, vous avez sûrement une connexion à 1 gigabit par seconde. Là on parle de 10 000 fois plus. Donc c'est d'énormes volumes, à la fois côté stockage et à la fois côté streaming. Donc on peut se poser la question, et quel est l'intérêt de basculer tous ces volumes dans AWS? En fait, il y en a pas mal. Le premier, c'est la gestion des pannes. 100 pétaoctets de vidéos, c'est des baies et des baies et des baies de baies de stockage dans des data centers. Donc on parle de énormément de disques. Les disques, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui va tomber en panne dans la semaine, si ce n'est pas un par jour. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent gérer ces opérations. Nous, ce qu'on préfère chez ATEM, mais comme beaucoup d'entreprises, c'est que nos équipes soient focalisées sur notre métier. Notre métier, c'est la vidéo. Après, l'avantage probablement le plus évident pour la majorité d'entre vous, quand on bascule sur le cloud, c'est de pouvoir bénéficier de la scalabilité du cloud. Donc effectivement, si je dois rajouter 10 ou 100 chaînes de télévision à enregistrer, je ne vais pas me poser la question de est-ce que j'ai assez de serveurs? Est-ce que j'ai les équipements réseau qui vont bien pour accueillir ces serveurs, ces baies de stockage? Est-ce que j'ai de la place dans mon data center? Donc on bénéficie de cette scalabilité. Et en plus, notre application, on l'a créée de manière cloud native, ce qui va permettre naturellement de profiter de cette scalabilité du cloud. Le dernier avantage, mais non des moindres, c'est quand on doit gérer l'obsolescence. Quand on a ces volumétries de stockage on-prem à gérer, à un moment donné, on arrive en fin de vie du matériel. Et donc, il faut renouveler le matériel. Donc, quand on doit renouveler 100 pétaoctets de stockage dans un data center, tout en ayant un service qui est en production, ça commence à être un vrai casse-tête pour savoir comment on va faire notre migration. En général, c'est souvent un des éléments qui va déclencher une migration dans le cloud. Et d'ailleurs, ça fait partie de toutes les bonnes raisons pour lesquelles ATEM a basculé sa solution de Cloud DVR d'enregistrement vidéo dans AWS. Avant de vous parler des optimisations qu'on a dû faire, je voulais d'abord vous expliquer comment notre application d'enregistrement vidéo consomme S3. Donc il y a deux parties dans notre application. Il y a toute la partie qui va enregistrer le flux vidéo. Donc là, on parle de requêtes de put. Donc on écrit des fichiers en permanence sur S3. C'est assez stable comme charge de travail, mais c'est assez volumineux. Donc ce qui se passe, si on prend l'exemple juste avec 6 chaînes de télévision, toutes les 2 secondes, on va écrire un fichier vidéo dans S3.
Et puis 2 secondes après, on recommence, et ainsi de suite. Donc de gros volumes du côté de l'enregistrement, donc du nombre de requêtes de put. Ensuite, quand notre utilisateur veut regarder sa vidéo, on va la chercher dans S3. Donc là, c'est des requêtes de get vers S3. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout stable. Ça va dépendre de la journée. Je pense que la majorité des gens dans la salle a plutôt tendance à dormir vers 4 heures du matin. Et par contre, pour regarder la télé, ça sera peut-être plus en fin de soirée. Donc on a on va dire des modèles de trafic qui sont complètement variables dans la journée. Donc avant de migrer notre application dans le cloud et d'intégrer S3, on s'est posé pas mal de questions sur quelle allait être la volumétrie de notre application, les performances dont elle allait avoir besoin. On s'est vite rendu compte que si on ne faisait rien, on allait être confronté à plusieurs points de blocage. Donc pour partager avec vous ces volumes, en fait, notre application, elle a besoin d'écrire 5 milliards de requêtes de put par mois. Et de récupérer, donc en streaming, 24 milliards de requêtes de get par mois. Donc si on remappe ça en termes de requêtes par seconde pour retomber sur les chiffres d'Irina, on arrivait à 4000 requêtes de put par seconde et 18 000 requêtes de get par seconde. Donc si vous vous souvenez du slide qu'a présenté Irina, normalement la hard limit c'est 3500 put par seconde et 5500 get par seconde. Donc on a dû prendre en compte les différentes préconisations pour ne pas avoir de problème de performance dans notre application. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'optimiser les coûts. 100 pétaoctets de stockage, on a envie d'optimiser les coûts. Donc si vous vous souvenez des 5 classes de stockage qu'a présenté Myriam tout à l'heure, les 2 sur la droite, pour le monde de la vidéo, pour avoir le flux vidéo qui démarre de manière instantanée, ces 2 classes de stockage, on ne peut pas s'en servir. On ne peut pas se permettre d'attendre plusieurs minutes quand l'utilisateur appuie sur le bouton play. Donc on se focalise sur les 3 classes de stockage qui sont plus sur la gauche. Et ça tombe bien, ça fait partie des classes de stockage par défaut de S3 Intelligent Tiering. Donc qu'est-ce qu'on utilise pour optimiser nos classes de stockage? 2 choses. La première, c'est qu'on va utiliser S3 Intelligent Tiering quand on ne connaît pas le modèle d'accès. Et on va utiliser aussi des Lifecycle Policies quand on connaît le modèle d'accès. En pratique, on commence souvent par du S3 Intelligent Tiering pendant quelques mois, le temps de connaître ce modèle d'accès, et on affine ensuite en créant des Lifecycle Policies. Optimiser les coûts, c'est important, et comme disait Irina, optimiser les performances aussi. Donc avec la prochaine optimisation, on utilise des containers pour à la fois améliorer les coûts et les performances. Alors, container, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Donc nous, ce qu'on a appelé container, c'est en fait un méta-objet. Donc on a vu que dans notre nombre de requêtes d'écriture, on en avait beaucoup, et donc on a essayé de limiter ce nombre d'écritures de requêtes. Donc en fait, un flux vidéo, ce n'est pas juste un objet. Dans un flux vidéo, on va avoir plusieurs profils vidéo. C'est assimilé aux qualités ou à la résolution des vidéos. Et ensuite, on a aussi des pistes audio. On va avoir du français, de l'anglais, les sous-titres associés, et puis on peut avoir des métadonnées. Et en fait, si on ne fait rien, par défaut, tout ça, ça va écrire tous ces objets-là dans S3. Donc une multitude d'objets dans S3. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrégé tout ça dans un méta-objet ou un container. Et en fait, on met tous ces segments-là, tous ces éléments-là dans un seul objet. Donc au lieu d'écrire chacun de ces objets-là, on va écrire un seul objet dans S3. Ça nous a permis de réduire le nombre de requêtes de put dans S3, d'opérations de put, on l'a divisé par 12. Donc on a amélioré les performances et les coûts. Donc on a un peu résolu notre problème en faisant ça de nombre de puts. On était à 4000 puts par seconde, et là en fait on redescend à moins de 350 puts par seconde, en agrégeant tout ça. Maintenant qu'on a résolu le bottleneck ou le goulot d'étranglement du put, on a aussi à gérer maintenant nos 18 000 requêtes par seconde de streaming, de get. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous l'exemple d'Irina sur les caméras de surveillance, l'identifiant des caméras de surveillance qui intervient assez tôt dans le préfixe.
Et ben, de la même manière, nous, on a utilisé l'identifiant de la chaîne de télé, qui intervient assez tôt dans notre préfixe. Donc en fait, notre préfixe, il ressemble avec le nom du bucket, et il y a l'identifiant de la chaîne de télé juste après. Donc quand on fait ça, bah, ça nous permet de multiplier le nombre de préfixes, et donc ça va nous permettre de diviser le nombre de requêtes de get qu'on fait par préfixe. Et alors un petit bonus, puisqu'on était en train de travailler sur les préfixes dans notre application, bah, on a rajouté des caractères aléatoires dans le préfixe qui permet en fait de répartir la charge sur différentes partitions de S3. Ça améliore les performances. Ça, c'est le petit bonus quand on travaillait dessus. Et en fait, en faisant tout ça, bah, d'avoir plus de préfixes, les 18 000 gets par seconde, au lieu qu'ils soient sur un seul préfixe, bah, ils sont répartis sur énormément de préfixes. Donc ça permet de retomber dans les clous des 5500 gets par seconde. Une autre optimisation qu'on a faite, c'était pour, cette fois-ci, optimiser le débit de sortie de S3. Donc Irina a évoqué tout à l'heure une bonne pratique qui est d'utiliser le byte range get. Et je vais vous expliquer comment nous, on l'a implémenté chez Atem pour une application de vidéo. Donc concrètement, on a notre utilisateur qui est sur son téléphone et qui veut regarder une vidéo. Sa vidéo, elle se situe dans S3. Comment ça se passe? Quand il appuie sur son petit bouton Play, bah, là, ça vient communiquer avec notre application qui tourne dans un cluster Kubernetes managé. Donc l'application, elle crée la liste pour la session de l'utilisateur. Donc la liste, c'est en fait tous les éléments, les sous-éléments dont il va avoir besoin notre utilisateur pour regarder son flux vidéo. En fait, on fait une requête de head vers S3 pour lister tous les sous-objets de notre container ou méta-objet. Et on va faire un byte range get pour récupérer seulement les morceaux de vidéo dont on a besoin. Notre application fait du packaging à la volée et du chiffrement. Ça, c'est pour adapter le flux au terminal de l'utilisateur. Et comme ça, l'utilisateur peut avoir sa vidéo. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, tout à l'heure, je vous disais, on mettait le méta-objet. Donc, ça permet de réduire le nombre de requêtes de put. Donc, c'est très bien pour les puts. En revanche, bah, ça veut dire que le fichier il est plus gros. On a moins d'objets dans S3, mais les objets sont plus gros. Donc si quand on veut récupérer la vidéo, on récupère un objet plus gros, bah, ce n'est pas forcément toujours avantageux. Donc de pouvoir utiliser le byte range get, ça nous permet de récupérer que les éléments dont on va avoir besoin pour notre session vidéo. Et donc, on a réduit le débit de sortie de S3 de 50%. Un autre avantage d'utiliser S3, c'est qu'on utilise S3 Storage Lens. Donc Myriam vous a présenté une démo tout à l'heure de toutes les fonctionnalités, pas toutes, mais de beaucoup des fonctionnalités de S3 Storage Lens. Nous, ce qu'on utilise énormément, c'est dans le tableau de bord, d'avoir la vue agrégée. On a plus d'une centaine de buckets à gérer, donc c'est très important pour nous de tout voir dans un seul endroit. Et la fonctionnalité avec laquelle on joue le plus, c'est Storage Class Analysis. Donc là, ça nous permet vraiment de savoir comment sont utilisées les différentes classes de stockage et surtout de pouvoir définir si on peut améliorer ou redéfinir ou réajuster certaines lifecycle policies qu'on a mises en place. Dans quel but? Dans le but d'économiser, de faire attention aux coûts. Pour résumer un petit peu les optimisations qu'on a faites pour notre application d'enregistrement vidéo pour tirer la meilleure partie de S3, on a commencé en utilisant l'intelligent tiering, les classes de stockage et les lifecycle policies pour réduire nos coûts. On a utilisé ces fameux méta-objets, ces containers, pour réduire le nombre d'objets qu'on écrivait dans S3, donc pour améliorer les coûts et les performances. On a augmenté le nombre de préfixes qu'on utilisait pour mieux répartir la charge de travail et donc améliorer les performances. Et enfin, on utilise le byte range get pour récupérer seulement les éléments dont on a besoin dans un méta-objet. Je vais repasser la main à Irina pour la conclusion de la session. Merci. Allô? Oui. Donc, pour conclure notre session aujourd'hui, voici quelques conseils à retenir si vous voulez donc optimiser la façon dont vous stockez et accédez vos données dans S3. Donc, tout d'abord,
commencez à explorer S3 Storage Lens. Donc ça, c'est un outil qui vous permet dès aujourd'hui d'avoir accès aux certains métriques gratuits et qui vous permettent de trouver des pistes d'optimisation tout de suite. Ensuite, nous avons parlé de différents types de stockage qui peuvent être adaptés à vos cas d'usage et si jamais vous connaissez déjà les patterns d'accès. Et surtout, donc, n'oubliez pas d'utiliser S3 Intelligent Sharing pour les données où les patterns d'accès ne sont pas connus. Et n'oubliez pas d'optimiser vos performances en mettant en place une bonne stratégie au niveau de préfixes et en activant le CRT pour paralléliser vos requêtes. Et une fois que vous avez tout ça, commencez à exploiter davantage vos données sur S3 avec des services comme Amazon Bedrock, SageMaker, Athena et plus encore. Si vous voulez faire un dive deep dans les bonnes pratiques qui concernent l'optimisation des coûts et des performances de S3, donc je vous invite à consulter ces liens qui pointent vers la documentation AWS. Et aussi, vous pouvez jouer avec S3 Storage Lens avec l'aide du workshop dont Myriam vous a parlé tout à l'heure. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas de remplir le survey dans votre application mobile. Votre feedback est très, très, très important pour nous, surtout le feedback avec 5 étoiles. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, nous sommes là, juste devant la salle. On peut prendre vos questions. Merci beaucoup.